Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. C'est de Hong Kong que j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de Nec Plus Ultra. Pourquoi Hong Kong? Eh bien, tout d'abord, c'est l'une des plus belles baies au monde. Et puis d'ici, nous sommes loin, très loin, des idées reçues. Alors, ça convient parfaitement à l'idée que nous faisons du luxe. La preuve avec de l'hôtellerie, de la plaisance, de la mode et une exposition qui vaut son pesant d'or, sommaire. On commence par visiter un nouvel hôtel. Ensuite, on file dîner sur la Seine à bord d'un yacht, s'il vous plaît. Direction Reims pour découvrir la très réussie Villa Demoiselle. Hong Kong, Cannes, environ 11 heures de vol, mais nous y serons dans quelques secondes, car nous avons voulu en savoir un peu plus sur ces fameux thermes marins qui sont à l'hôtel 1835. Visite. C'est très sûrement la plus belle vue sur Cannes, soit de la terrasse, soit de l'une des 134 chambres ou suites du dernier palace cannois, très curieusement baptisé White Palm 1835. En décembre 1834, Lord Brougham, qui était un lord anglais très connu, est venu en France pour aller en Italie. Donc à l'époque, Nice était italienne. Malheureusement, il y avait une épidémie de choléra, donc il n'a pas pu passer la frontière. Il a dû rebrousser chemin et il a passé la nuit dans un relais de poste. Donc le lendemain matin, en se réveillant, Lord Brougham est tombé amoureux de la destination et dès janvier 1835, il s'est fait construire une villa. Et donc, à partir de 1835, Cannes a commencé à devenir une destination européenne, dirais-je, un petit peu plus people. Et donc c'est pour ça que le nom de 1835 a été associé à White Palm. Et le White Palm vient du fait que donc d'autres Anglais ont construit des maisons et donc des jardins, puisque c'est vraiment dans la culture anglaise, et que ce sont les Anglais qui ont importé les premiers palmiers sur Cannes. Le 1835, le palme et le white, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel à notre propriétaire qui a racheté la maison où elle vit ici à Cannes, à Lady White, et donc elle a fait un petit mélange en osmose des trois noms. N'allez pas imaginer que tout est blanc. Il y a quelques éléments de décoration qui sont intéressants à remarquer, en particulier ces chaises fleurs, qui sont une création d'un artiste japonais qui a travaillé pour Yohji Yamamoto, et comme vous pouvez le constater, cette œuvre, parce qu'on peut l'appeler une œuvre, s'appelle le bouquet de fleurs, parce qu'on a vraiment l'impression d'être assis sur des roses ou des tulipes, ça dépend de l'imagination. Et éclairé par des gouttes d'aluminium très high. C'est intéressant de noter que la propriétaire des lieux, donc Nathalie Esclapez, a vraiment voulu faire entrer l'art au sein de l'hôtel, parce qu'elle a pensé, et elle le pense encore, et je pense que je suis en adéquation avec elle, sur le fait qu'un hôtel devrait être dans une ville un lieu de rencontre, un lieu d'art, de promotion, de talents, de jeunes talents et de talents confirmés, comme Sacha ou comme Marc Vialat, qui nous a fait cette toile dans des teintes de bleu Méditerranée, puisque c'est vrai que nous sommes quand même dans une région ensoleillée et où on a envie de voir des couleurs et de laisser surtout la lumière pénétrer au cœur de l'établissement. Donc c'est pour ça que les designers, donc le studio Heinrich et Adnet qui sont basés à Paris, ont vraiment beaucoup joué sur l'ouverture des volumes, la légèreté, les tissus clairs, les baies vitrées pour avoir cette espèce d'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Les couleurs douces invitent l'hôte à se détendre dans un cadre qui se veut aussi élégant que fonctionnel. Tout l'hôtel, bien sûr, est équipé de Wi-Fi, que nous ne faisons pas payer. Je trouve que c'est quand même un geste un petit peu sympathique. Donc là, nous sommes dans le premier restaurant que nous utilisons surtout pour le petit déjeuner buffet, qui s'appelle le 30 degrés, en opposition au restaurant qui se trouve au 7e étage de l'hôtel et qui s'appelle le 360 degrés parce qu'on a vraiment une vue panoramique sur la Croisette, l'Estérel à droite et les îles de l'Érins en face. Comme vous le voyez, la couleur prédominante de l'établissement est le parme et le lilas. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai acheté cette veste hier. Pour ceux qui cherchent un lieu où dormir, suivons le guide. Les portes sont habillées de cartes postales des années 50. On a d'ailleurs 2 tapis dans le hall qui ont été faits sur le même procédé. Ici, nous rentrons dans la Sky Suite, que moi personnellement je trouve très agréable. C'est une télévision qui est intégrée dans le miroir
et ça plaît à beaucoup de gens. Là, nous avons un petit coin bureau, parce qu'il y a des gens qui viennent en vacances, mais n'oublions pas que Cannes est quand même une destination de congrès. Un petit coin qui sert de salle à manger ou qui peut servir également pour faire un petit meeting board si on a une réunion à tenir informelle avec des collaborateurs. Là, nous passons dans la chambre avec un très joli bois en tête de lit. Donc tous les draps sont en coton d'Égypte. La petite touche féminine où on voit quand même que la propriétaire est donc une femme, c'est qu'elle a voulu avoir un petit côté coiffeuse. Pour atteindre le 7e en plein ciel, rien ne vaut l'ascenseur. Ici, nous arrivons au 7e étage de l'hôtel. On a vraiment l'impression d'être sur un navire avec le restaurant ici, donc le restaurant principal, le 360 degrés. Le nom est vraiment facile à comprendre parce que quand on est ici, on a vraiment une vue sur tous les côtés de Cannes. Le chef Reynald Thivet propose une savoureuse cuisine santé après le déjeuner ou le dîner, pause café ou camomille pour admirer la ville, son port, les yachts, invitation au rêve. On a l'impression d'être sur un bateau, mais comme dit toujours ma propriétaire, on peut en descendre quand on veut, donc on a la liberté d'aller et venir à loisir. Sur la vue arrière de la terrasse, le Suquet, qui est donc le village d'origine de Cannes, à l'époque où Cannes n'était qu'un petit village de pêcheurs. Le plus du plus, les thermes marins, 2700 mètres carrés dédiés à l'apaisement du corps et de l'esprit, à condition d'en avoir les moyens, of course. Une fois détendu et aminci de quelques grammes, que diriez-vous de filer à Paris pour une promenade romantique à bord du yacht le Don Juan? C'est glamour et follement tentant, non? Il y a des moments où l'on a envie de larguer les amarres, simplement de profiter de ce que Paris a de plus beau et de meilleur, de goûter au plaisir raffiné des jeux de lumière sur les somptueux monuments de la plus belle ville du monde. Un dîner croisière à bord du Don Juan peut procurer ce bonheur. Quand on prend un produit comme le Don Juan, on les emmène pendant 2h30 et moi le principe c'est qu'on les emmène hors du temps. On estime que nos clients sont dans un cocon et qu'on est là justement pour leur refaire découvrir, de prendre le temps d'apprécier, de regarder, de découvrir une gastronomie, des gestes de service qu'on n'a plus tout à fait l'habitude d'avoir. Le soleil couchant embrase la Seine. À bord, le commandant veille aux moindres détails, attentif à ce que la fête se déroule dans la grande tradition française. Donc moi, j'organise toute la prestation par rapport aux clients, c'est-à-dire je les reçois, je prends les premiers contacts, je les installe à table, je prends les premières commandes pour l'apéritif, ensuite je les amène sur le pont supérieur, qui profite du soleil, et donc ils prennent l'apéritif sur le pont supérieur avec des amuse-bouches, voilà, pour patienter. On les fait descendre tranquillement pour démarrer le service. Ensuite, je présente la carte à tous les clients pour savoir ce qu'ils vont manger, si des choses qu'ils n'aiment pas, on change, voilà. Et ensuite, je leur explique bien que sur chaque plat, ils peuvent quitter la table, monter, descendre. Le bateau est à eux pendant toute la soirée. Donc on fait un déroulement de façon que le client soit le plus à l'aise possible. Voilà, il faut qu'il se sente chez lui. La mythique Tour Eiffel, le Quai d'Orsay, les façades élégantes de l'île Saint-Louis, les yachts de Paris invitent chaque soir à ce rendez-vous ultra romantique et chic pendant que le chef prépare un dîner fin. Forcément, on a envie d'aller vers quelque chose de très à la française. Et d'un seul coup, on va arriver avec une canette. Elle va être découpée en salles pour qu'il y ait vraiment un peu ce service, ce savoir-faire. Et pendant ce temps-là, la Seine scintille. Le service déroule l'art et la manière du raffinement parisien avec passion. C'est avant tout la passion des équipes, ça c'est essentiel. Parce qu'en fait, on a la chance non seulement d'avoir un produit extraordinaire à travers des bateaux qui ont une histoire, puis la dose de magie supplémentaire, c'est effectivement aussi d'avoir ce soin du détail. Définition du luxe. Le luxe, déjà, c'est le temps qu'on accorde à nos clients. On n'est jamais pressé. Nous, on est dans une privatisation. C'est de partager un moment en exclusivité, éventuellement avec très peu de personnes. Et c'est aussi de le faire partager aux gens qui vous sont proches. 100 001 attentions révèlent toutes sortes d'émotions. Les étrangers sont plus curieux de par la démarche, effectivement, de découvrir un pays. Donc, ils sont attentifs.
Les Parisiens sont plus, peut-être, non pas sceptiques, mais se disent, bon, voilà. Et progressivement, ils s'émerveillent, ils redécouvrent, et on les a, et ce sont nos clients, finalement, les plus récurrents. Et à leur tour, ils viennent convertir des étrangers, des gens de province, parce que, finalement, ils n'avaient pas vu sous cet angle les choses. Donc voilà, c'est ça aussi, je dirais, la magie de la Seine et du Don Juan. Et puis, on a la chance d'avoir une concentration incroyable sur, on va dire, presque 5 km. On a les plus beaux monuments du monde qui sont là, et toute l'architecture et toute l'histoire de la France. À bord aussi, le plaisir de la découverte se renouvelle chaque soir. Mais sur la scène, je découvre toujours parce que selon la lumière, selon les gens qui sont à l'extérieur, il y a une ambiance différente. À chaque fois, c'est un tableau différent. Un monument plus qu'un autre? Je pense que c'est Notre-Dame, au retour. Parce que d'abord, on a le coucher du soleil, et puis ça joue avec les ombres. Et Notre-Dame, c'est vraiment magnifique. Ça reste toujours magnifique, ce petit coin, ce bras de la Monnaie, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc on a toujours autant de plaisir. Puis il y a beaucoup de monde l'été. Les gens chantent, dansent. Et les Américains ou les étrangers adorent ça. Le piège, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Je vois un angle de Paris différent. Voilà. Et en plus, à chaque fois, il y a des ambiances totalement, selon les populations, différentes. Le fait de voir Paris ou de lever la tête à un instant différent apporte une vision totalement différente. Donc on ne peut pas s'en lasser, c'est pas vrai. Les éclairages, la lumière, les instants, l'hiver, on pourrait croire que, je dirais, effectivement, c'est un peu plus triste parce qu'on est privé du pont supérieur. Et finalement, on découvre Paris à 19h ou à 20h avec la nuit, tout de suite tombée, et c'est encore de la magie supplémentaire. On monte sur le pont, ça scintille, c'est le moment de pause. Quand vous redescendez, là vous avez le petit côté magique, un bonbon, un candy au chocolat avec un sorbet à la cerise. On va pouvoir combler petits et grands, que ce soit vraiment un moment de gourmandise, vraiment en apothéose. Ces délicieuses gourmandises ravissent autant que les plus beaux monuments de Paris. Mais Paris, le plus joli sur Paris, je crois que c'est vraiment la Seine. C'est là qu'on découvre tout. Parce qu'on prend le temps. On est coupé du temps. On passe à peu près 2h30, 2h45. C'est comme une jolie femme, il faut prendre son temps. Et on a tout le temps puisque cette fête a lieu tous les jours jusqu'au 21 septembre. Une fois relookée direction Reims, Jean-François et Nathalie Vronken ont rénové la splendide Villa Demoiselle. Après 5 ans de travaux, la villa renaît et offre à voir en plus une extraordinaire collection sur l'or exécutée par des artisans hors pair. Visite. Il aura fallu plus d'un coup de baguette magique pour sortir ce joyau de l'art nouveau d'une fin tragique. Mise à sac par des squatteurs incultes et autres vandales, la Belle de Reims sort de son cauchemar grâce à la générosité du couple Vronken et à des milliers d'heures de travail. C'est une aventure inouïe. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons des rapports très privilégiés et extrêmement personnels avec nos maisons. On dit toujours que quand on rentre dans un appartement ou dans une maison, lorsqu'on le visite pour la première fois, on sait ou on ne sait pas si on est faite pour elle ou elle est faite pour nous. Mon époux est tombé éperdument amoureux de la maison du jour où il l'a vue, de sa forme extérieure, puisque nous n'étions jamais rentrés à l'intérieur. Elle a été squattée pendant plus de 35 ans, et donc la première fois qu'on l'a visitée, c'est totalement dans le noir, à la lampe de poche, et avec une notion un peu de chasseur de trésors ou de découverte. On était héritier de Christophe Colomb ou d'Indiana Jones, je ne sais pas très bien duquel. Centimètre carré par centimètre carré, la maison a été refaite à l'identique par 25 corps de métier. Un peu d'histoire. Elle a quelque chose à voir d'abord avec l'histoire de Pommery, puisque cette maison a été commandée par cet architecte Louis Sorel, que l'on peut considérer comme le plus créatif, mais également le plus sectaire, si je puis dire, dans sa démarche artistique de cette époque de l'Art Nouveau et de l'art en tout. Donc un geste d'une vigueur, un geste inouï pour l'époque. Padouk, frêne, sycomore, chêne sont utilisés pour refaire marqueterie, lambris, portes, parquets et meubles. Une merveille. On la doit, cette commande, au légataire universel de Madame Pommery, qui s'appelle Henri Vanier. Et ensemble, ils vont bâtir et faire la réputation de la maison telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Cette maison est le geste et la volonté de ce grand collectionneur ou de l'aventure de ces grands collectionneurs que sont Louise Pommery et Henri Vanier. Collectionneur éclairé, Henri Vanier appréciait Corot, Millet, mais aussi Gallet et Majorelle. Le visiteur peut les admirer à nouveau aujourd'hui. Dès l'origine, dès le premier coup de pioche ou de marteau, on a toujours rêvé que cette maison soit ouverte au public, qu'elle représente ce qu'était l'esprit de ces hommes et de ces femmes qui ont fait l'Art Nouveau, de cet hommage extraordinaire à cette période très courte de l'histoire des arts décoratifs français finalement, parce qu'une quinzaine d'années, assez méconnue, aujourd'hui plus portée par nos amis japonais que par même nous. Les motifs réalisés au pochoir sur toile marouflée sur les parois font revivre le talent de leurs auteurs, tout jusqu'au marbre sculpté et refait à l'identique. Au risque de vous surprendre, la question de ne pas lui redonner ce qu'elle était ne s'est même pas posée. En fait, nous avons plutôt commencé à entreprendre un puzzle géant. Nous avons retrouvé petits morceaux, petites bribes, quelques centimètres carrés. Nous avons fouiné, fouillé, nous avons nettoyé les murs pour voir apparaître les fresques originelles. 13 100 heures de travail pour les menuiseries internes. Le radiateur aussi a été refait. Donc ici, l'ébéniste, les bâtiments menuisiers qui viennent de Reims, qui sont menés par un garçon absolument merveilleux qui s'appelle Bruno Hérault, lui-même meilleur ouvrier de France, a fait ce travail formidable et je pense que finalement, on s'est tous plus ou moins pris au jeu de découvrir, de retravailler, de reprendre les éléments et de les chercher. Et nous avons vraiment cheminé tous ensemble, quel que soit le corps de métier, pour en arriver là. Les peintres ont vécu 2 ans et demi ici. Le doreur est resté 18 mois, ils ont vécu ici. Les menuisiers ont vécu ici pendant 5 ans. C'était une aventure humaine extraordinaire. Il ne faut pas imaginer l'artisanat comme quelque chose qui a un rapport au temps. Il faut le voir comme la possibilité de démontrer qu'il est toujours et encore possible de le faire et que le temps s'inscrit pour une certaine pérennité et que qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de se dire que tout le temps et les accumulations d'heures passées autour de la réalisation d'un objet est fait pour qu'il dure d'une manière quasi définitive. 20 000 feuilles d'or de 22 carats ont été utilisées par le doreur pour rendre hommage à ces artisans d'art. Chaque année, les grands ateliers de France s'exposent à la Villa Demoiselle. Aujourd'hui, nous accueillons une exposition sur le thème de l'or en désordre. Nous avons eu la chance d'accueillir pendant 18 mois le doreur pour remettre à chaque élément de la maison cette petite pointe d'or qui faisait la particularité de l'Art Nouveau. Nous avons découvert qu'il y avait une recherche extrêmement importante puisque sur certains lustres, dont principalement celui de l'escalier, il peut y avoir jusqu'à 5 teintes d'or différents. Et donc il nous a paru intéressant de montrer au public que l'or pouvait être vrai ou faux, pouvait être apposé sur un mur ou chercher à faire un bijou, pouvait être la tranche d'un livre ou le fil qui retiendrait la plume. Que veut dire le mot luxe ? Eh bien, je pense que c'est le temps que l'on s'accorde à la réalisation du produit qui en émane. Pour moi, c'est incontestablement le temps, puisque le temps nécessite bien sûr des étapes qui doivent être franchies avec rigueur pour arriver à un produit fini magnifique. Champagne. Bravo à ces artisans aux doigts d'or qui portent haut et loin et en silence l'exception culturelle française que l'on nous envie. Au revoir.